Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention dans ce nouveau débat de questions d'actu qui s'intéresse bien évidemment aux événements que connaît le pays depuis quelques semaines. En effet, ils étaient encore une fois des millions à manifester pacifiquement ce vendredi pour réclamer un changement radical du système, le respect de la Constitution et le rejet des propositions formulées dans la lettre du président de la République. Mais au-delà des slogans qui sont différents dans leur formulation, expriment tous une volonté de rompre avec le système en place. N'est-il pas nécessaire d'ouvrir un débat serein et constructif pour essayer de voir un peu plus clair et saisir par l'occasion les véritables enjeux de cette crise? Pour en parler, nous avons aujourd'hui avec nous Madame Kenzan Chal, vous êtes membre de la société civile et chroniqueuse à Canal Algérie. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de l'invitation. Également, à vos côtés, Monsieur Nassim Filali, vous êtes président de l'association Sidra. Également avec nous, Monsieur Cherif Driss, vous êtes politologue, et Kamal Mansari, vous êtes journaliste, directeur publication du Jeune Indépendant. Bonsoir. Pardon. Alors Kamal Mansari, je commencerai avec vous aujourd'hui. S'il y a une nécessité, au-delà de toutes les analyses qu'on a fait de la situation, il y a nécessité d'amorcer un dialogue avec toutes les parties. Il faudra définir d'abord les partis qui sont ces partis. Ce que nous avons observé depuis le 22 février, c'est une demande populaire qui s'articule autour d'une revendication qui était initialement celle du retrait du président Bouteflika, de ne pas briguer un 5e mandat. Ça a été la première des manifestations et la première, c'est le tête de chapitre. Et puis on a vu que cette manifestation, bien cet événement-là, a monté crescendo au fur et à mesure de la mobilisation citoyenne et au fur et à mesure que l'État est resté au départ sourd à la respiration citoyenne jusqu'au jour où le président de la République s'est porté candidat officiellement. Et c'est là où les choses ont encore une fois pris une autre dimension, c'est-à-dire que les populations, ceux qui sont sortis dans la rue, ont refusé que le président se porte candidat encore une fois, parce que le gros problème n'était pas avec le chef de l'État, mais avec le fait que le président décide d'aller vers un 5e mandat. Bien évidemment, il y a eu trop de slogans qui sont venus se greffer dans cette situation-là, et qui disaient que tous ceux qui sont avec le président de la République et ceux qui sont, disons-le, comme ça a été exprimé plusieurs fois, nous l'avons vu lors de la marche du 8 mars et bien sûr du 15 mars, c'est le départ du président, du candidat et de ceux qui sont, qu'on attribue, qui font partie du clan ou bien de l'entourage, du système, c'est-à-dire tous les personnages qu'on a, tous les personnages, toutes les personnalités politiques et publiques qui sont restés, qui ont fait office de vitrine au pouvoir depuis 20 ans, c'est-à-dire sur le même personnel. Parlant du Premier ministre, des Saïd par exemple, Eyab Sellal et tout ce personnel-là qui est resté figé depuis 20 ans, la population le rejette. Bien sûr, beaucoup pensent que ce sont, du moment que le président de la République est malade et en plus démuni, que ces gens-là qui sont entourés, nous l'avons entendu plusieurs fois, et nous lisions les commentaires sur Facebook qui a été la plateforme de mobilisation par excellence, que ces gens-là sont en train d'utiliser le président de la République pour le pousser à un 5e mandat. Et encore, ce qui a conforté cette thèse-là et cette croyance, c'est que le président lui-même, dans sa lettre d'explication, lorsqu'il a annoncé les sept propositions de sortie de crise qu'il a proposées à l'appréciation citoyenne, c'était le fait de dire que je n'avais pas l'intention de me porter candidat. Donc maintenant, nous sommes dans une situation où il y a une demande populaire et il y a une proposition du président de la République qui sont diamétralement opposées, il faut le reconnaître. Ce qui a été proposé par la population... Pourquoi on refuse les propositions? Parce que ce qui a été demandé, la population, c'est-à-dire ceux qui sont sortis dans la rue, les manifestants, n'ont pas demandé de conférence nationale, ils n'ont pas demandé de nouvelle constitution, ils n'ont pas demandé de l'annulation des élections, ils n'ont pas demandé une nouvelle instance de surveillance des élections, ils n'ont pas demandé tout ça. Elle était claire et nette, la revendication. C'est celle de voir le président se retirer
qu'il aille se reposer, qu'il aille partir en retraite, une sortie honorable. Et bien sûr, quand le président sort, bien évidemment, tous ceux qui gravitaient autour de lui sortaient. C'était ça. On n'a jamais entendu, depuis le 22 février, que nous sommes en train de couvrir ces marches-là, une demande de conférence nationale. C'est-à-dire que ça a été proposé par la présidence, par le président Bouteflika, parce qu'il sentait la nécessité de faire des réformes, alors que la rue n'était pas dans cette logique, n'était pas dans cette configuration. C'est là où il est le blocage. Parce que si c'était vraiment ça la demande populaire, à la minute où cette revendication, les 7 points ont été proposés, à ce moment-là, on saura que c'était ça le problème et qu'il fallait régler la situation. Et à ce moment-là, tout le monde rentrait chez soi. Mais ce n'est pas le cas. Vendredi dernier, on a entendu encore une fois, on n'a pas demandé de changement radical. Permettez-moi de vous interrompre. Au début, la rue réclamait et disait non au cinquième mandat. Oui. Le président, à travers sa lettre, a dit qu'il n'allait pas briguer un 5e mandat et ça n'a jamais été le cas. Oui. Du moins pour lui. Mais nous avons assisté quand même à une mobilisation populaire qui montait crescendo et plaçait la barre haut dans ses revendications. Aujourd'hui, la question qui se pose, où est placée vraiment la barre des revendications? La barre des revendications est la même depuis le début. Attendez, il faudrait quand on voit la chronologie des événements, on n'a jamais... Il y a eu quoi? Il y a eu une demande pour le Bouteflika de ne pas briguer un 5e mandat. Ça a été avant même qu'il se porte candidat et avant même qu'on dépose le dossier. Mais c'était le seul. C'était la principale. On ne peut pas nier parce que c'est de l'histoire, ça. C'est de l'histoire et en plus, elle est tout à fait récente et fraîche. Et puis, il y avait autre chose. C'est lorsque le président a proposé les 7 points qu'on avait l'impression que les gens ont pensé qu'il s'agissait d'une prolongation. Ils ont dit non, ça a l'air d'une prolongation. Tout ce que le président a demandé prendrait du temps. Ça va aller jusqu'à 2021 minimum. Donc, c'est pas ce qu'on a demandé. On n'a pas demandé ça. C'est-à-dire, quand on écoute les slogans ou les revendications ou les commentaires sur Facebook ou sur Twitter, on n'en voit que ça. On revient à la revendication de base. On va passer à Chérif Délice. Chérif Délice, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, il y a une brèche qui est ouverte et cette brèche peut nous mener peut-être vers des schémas inconnus au moment où les revendications sont différentes et augmentent de jour en jour? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une brèche, pour la simple et bonne raison, c'est que s'il y a un enseignement à tirer à travers les manifestations, à travers les revendications exprimées par la population, et je me garde de dire le mot rue parce que c'est très péjoratif et connoté, c'est qu'il y a une déconstruction d'un discours. Avant, il y avait l'avant-janvier, je ne parlerai pas de 22 février, on avait un certain discours qui tendait à faire croire aux gens que tout changement serait nuisible, tout changement serait malsain, tout changement serait porteur de catastrophes et d'inconnus pour l'Algérie. C'est-à-dire un discours de peur. Et on a évoqué tout un répertoire de substantifs, de qualificatifs, importés d'ailleurs, tels que le cas en Libye, le cas en Syrie. On ne veut pas que l'Algérie devienne une deuxième Syrie, une deuxième Libye. Donc il y avait... Si vous considérez ça comme une sorte de surenchère? Plus que de la surenchère, on est dans d'une sorte de représentation, d'une certaine construction d'un imaginaire collectif selon lequel l'Algérie a fait sa révolution en 88, l'Algérie a précédé tous les autres pays dans le monde arabe en termes de pratiques démocratiques. Il n'y a pas lieu d'aller vers des réformes, d'aller vers des changements qui seraient porteurs d'incertitude. Tout le répertoire discursif des partis politiques gravitant autour du pouvoir, toute la rhétorique officielle du pouvoir politique et tous les satellites au sein de la société civile, on était dans ce même schéma-là. C'est-à-dire on tenait l'idée de faire croire aux Algériens que le changement serait nuisible. Les manifestations qui ont débuté au mois de janvier dans les différents wilayas et le précurseur, c'est-à-dire que l'accélérateur, ça a été le 22 février et le 1er mars, a déconstruit cette rhétorique. C'est-à-dire que les gens, quand ils sortent, finalement, le changement, il est nécessaire. Au-delà du rejet du 5e mandat, le changement, il est nécessaire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une brèche.
c'est une sorte de rupture à la fois discursive, à la fois de la représentation de la chose. Comment les Algériens se représentent le changement et comment se représentent les rapports des uns et des autres. Maintenant, dire que ce changement mène vers l'incertitude, je crois qu'il est trop tôt pour le dire. Mais vous avez parlé de rupture. La rupture, déjà la première rupture, c'est-à-dire cette rupture qui tend à dire que toute manifestation déboucherait sur des débordements, sur des comportements incontrôlables. C'est-à-dire que les Algériens, à travers les manifestations... Non, je parle même au-delà de la rue, c'est-à-dire quand on parle de rupture, la rue revendique principalement le départ total et catégorique du système. Non, j'y viens, Nazim. C'est-à-dire que la première des choses, c'est qu'au niveau des Algériens, comment ils se représentent la chose. On est sorti manifester. On a démontré, premièrement, à ceux qui étaient dans le pouvoir, en politique, Premier ministre, que finalement, l'Algérien peut manifester de manière pacifique. On peut se réapproprier l'espace public qui devienne une arène de débat, de contradiction de manière pacifique. Premier élément, on a tordu le cou à un certain état d'esprit. Deuxième élément qui est très important, c'est que maintenant les Algériens parlent de changement. Quand on parle du système, je rejoins ce qu'a dit Kamal Moussari, c'est que le cercle des revendications, c'est-à-dire que le départ du système, le changement de régime, les changements profonds et l'aspiration à une transition démocratique véritable, a évolué avec le temps. Le récit des événements nous montre qu'on a glissé du rejet du 5e mandat vers le rejet de tout un système. Dire que maintenant rejeter tout un système est annonciateur d'incertitude, là je dirais que c'est un petit peu de la surenchère, et d'un autre côté c'est de ne pas faire confiance à l'intelligence des Algériens. Ça d'une part. D'autre part, c'est que le fait que dans les différentes déclarations, les lettres du président, le fait d'annoncer une série de changements, c'est une reconnaissance implicite, qu'il y a une crise, et de deux, que les initiatives qui ont été prises ces dernières années, à commencer par l'adoption de la Constitution de 2016 et les réformes qui ont été annoncées, les différentes lois qui ont été en 2012-2013, elles n'ont pas débouché, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas débouché sur un réel ancrage démocratique en Algérie. Donc c'est une reconnaissance implicite de limite d'une démarche, voire d'un échec, et que maintenant les Algériens demandent le changement du système, c'est-à-dire que cela me paraît comme allant de soi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le seuil d'attente augmente. Alors avant de passer à nos deux autres invités, vous avez évoqué le mot crise. Ne pensez-vous pas que quelque part le fait qu'il y ait crise, car crise il faut un traitement spécial? Faut-il encore définir de quel type de traitement, Déjà, un élément très important, dans la rhétorique officielle, avant, on n'a jamais parlé de transition. À chaque fois qu'on évoquait, on remettait sur la table des débats le projet de transition, la réaction, elle est sans appel. L'Algérie n'a pas besoin de transition, elle a fait sa transition. Combien de fois a-t-on entendu ce refrain, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de transition. Dire qu'il faille aller vers une transition, c'est une reconnaissance implicite. Deuxième élément, c'est de dire que maintenant, quel traitement spécial? Là, peut-être on aura l'occasion d'en débattre. C'est-à-dire que là, déjà, l'Algérie, il y a un élément qui est fondamental, il y a un capital, c'est-à-dire de pratique démocratique. C'est depuis plus de 30 ans, depuis 88. Et c'est vrai, il est vrai qu'avec la décennie terroriste, ce capital s'est desséché un petit peu avec un rétrécissement pour des considérations sécuritaires, même ces 20 dernières années. Toujours est-il, c'est qu'il faut prendre en considération qu'il y a une réalité sociale, une réalité historique et anthropologique même, qu'il faudrait la prendre en considération. Tout traitement maintenant, on ne va pas importer des traitements, ce qu'on appelle des traitements clés en main. On parle maintenant des transitions pactées, des transitions négociées. C'est une ingénierie, mais ce n'est pas, comme je l'ai toujours dit, c'est du CK2, SKD, on l'applique. Il y a une réalité sociale qu'il faudrait prendre en considération. Alors, on passe à Kenza Anchar. Donc, je rappelle que vous êtes chroniqueuse sur Canal Algérie. Vous êtes également membre de la société civile. Justement, parlons de la société civile. Vous avez participé pratiquement, si je ne me trompe pas, à toutes les marches populaires. Alors, comment voyez-vous la chose?
Bien, alors on parle maintenant en ce moment de société civile, mais avant ça, j'aimerais, en tant que jeune, je souhaiterais rendre hommage principalement aux jeunes de ma génération et surtout au soutien de leurs parents et grands-parents par le fait qu'ils les ont soutenus. Donc maintenant, quand on parle de société civile, il serait peut-être important de définir qu'est-ce que la société civile. Si on prend la définition de l'UNESCO, la société civile, c'est des organisations, un groupement, auto-organisation de la société qui n'appartient ni à la sphère gouvernementale ni à la sphère commerciale. C'est une organisation qui s'inscrit principalement dans une démocratie participative, qui est très important de le signaler, mais aussi, qui est important aussi, qui influe en marge de l'État sur la politique et l'économie du pays. Maintenant, la société civile en Algérie, à partir du 22, lors de ces manifestations-là, a agi sur deux fronts. Le premier front était sur les réseaux sociaux. Donc c'était un appel sur les réseaux sociaux et aussi sur le terrain. Le message sur les deux fronts était pour le maintien de la stabilité civile et économique lors de ces manifestations et aussi lors de toute cette durée-là. Donc là, ce que je pense, c'est que ce que je pense de tout cela, de toute cette mobilisation, c'est que c'est pour la première fois, j'aimerais peut-être dire qu'il y a eu justement une telle mobilisation, une telle union pour un même sujet, c'est-à-dire où le sujet était stabilité économique et civile. Donc ça, c'est vraiment louable de la part de la société civile. Après, peut-être qu'on aura l'occasion de parler qu'est-ce qui a été réellement fait sur terrain. On a trouvé des regroupements de jeunes pour le maintien un petit peu de l'ordre de ces manifestations de la marche. Ne serait-ce que, par exemple, il y avait les brassards verts qui donnaient une idée sur le déroulement de la marche, mais aussi pour donner des soins. Ils étaient prêts pour donner des soins. Il y avait aussi d'autres jeunes qui étaient vêtus de gilets rouges, de gilets orange. Ils étaient là prêts justement à aider le citoyen lors de la manifestation. Nous avons aussi remarqué, d'ailleurs ça qui a vraiment marqué la scène, j'aimerais dire internationale, c'était le fait qu'à la fin des manifestations, les jeunes étaient là, enfin jeunes ici, jeunes, je dis jeunes, mais il y avait aussi toute la tranche de la société qui était prêt avec des sacs à remplir les sacs c'est-à-dire de poubelles pour laisser la rue propre. Et ça c'était un exemple à donner, et même sur la scène internationale. Donc il y avait une certaine mobilisation pour la patrie. C'était ça le mot d'ordre, et donc ça c'est vraiment louable. Donc, pour vous, si j'ai bien compris, les revendications sont certes politiques dans leur forme, mais avec un soubassement économique et social? Oui, évidemment. C'est-à-dire que quand on parle, vous savez, la société civile, quand on parle, exemple, d'une association. Alors, société civile, c'est association, club, organisation syndicale, et enfin, c'est toute une panoplie. Mais quand on parle, exemple, d'une association, une association agit selon son statut. Dans son statut, on trouve ses objectifs. Dans ces objectifs-là, ça peut être un objectif écologique, ça peut être un objectif humanitaire ou un objectif sportif. Donc l'association agit selon ces objectifs-là. Les associations que nous avons trouvées à ce moment-là agissaient sans la casquette de l'association. D'ailleurs, on n'a pas trouvé d'association sur le terrain avec des t-shirts ou des casquettes portant l'insigne de leur association, mais ils agissaient en fonction de leur objectif, que ce soit environnemental, de la santé, voilà. Donc là, et voilà. Donc, Alors, Nassim Filali, au-delà de cette dimension citoyenne des membres de la société civile, il y a quand même une revendication. En premier lieu, déjà, je voudrais vous remercier, Nazim, de nous avoir donné l'occasion de s'exprimer, parce que je pense que les jeunes ne sont pas assez représentés dans les plateaux médiatiques, et qu'aujourd'hui, il faut ouvrir les plateaux aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer et pour qu'ils puissent échanger aussi avec les autres jeunes à travers les médias.
Avant de répondre à votre question, je voudrais en fait faire un petit rappel un peu historique en fait pour l'Algérie. Il faut noter que tous les grands changements de l'histoire de l'Algérie ont été menés par des jeunes. Je reviens à notre guerre de révolution, c'était des jeunes, ils avaient 19 ans, ils avaient 20 ans. Je reviens encore une fois à octobre 88, c'était aussi des jeunes. Et nous arrivons aujourd'hui au 22 février 2019, et c'est encore les jeunes qui sont derrière tout ce mouvement. Je parle des jeunes des stades, je parle des jeunes des étudiants, des médecins et beaucoup d'autres jeunes, mais bien sûr pas seulement. Les jeunes, on va dire, ont réussi en quelque sorte en 2019 à unir le peuple algérien. Moi je vous dis, quand j'étais en fait dehors dans la rue avec tout le peuple algérien, je me suis dit, ah, comme je suis fier d'être un jeune Algérien. Et je pense aujourd'hui, même les autres jeunes, même ceux qui partaient dans des beautés, je vais le dire, en derja pour aller dans les pays en Europe, etc. Il n'y en a pas eu depuis le 22 février. Donc ils se sentent... Ils se sentent... Si, vous ne disiez pas l'information. Il y a une tentative de Harragat il y a 15 jours. Oui, mais il y en a vraiment peu. On n'entend plus parler de ça. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui... La priorité a changé, c'est tout. Tout à fait. Mais justement... Mais ça continue. Justement, quand le jeune se sent concerné par son pays, quand le jeune a accès à un espace pour s'exprimer, automatiquement, il ressent une certaine reconnaissance, il ressent une certaine place. Et là, je fais le lien justement avec les revendications. Aujourd'hui, quand on a un espace pour pouvoir s'exprimer et en fait crier ces revendications aux décideurs, là, le jeune se sent partie déjà de la société. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les jeunes qui ont été quand même, il faut le souligner, n'avaient pas accès quand même à la vie publique. Donc si je résume un peu vos propos, et je vais vous redonner la parole par la suite, il y a principalement, c'est pas la principale revendication, mais il y a principalement ce besoin de s'exprimer de la part des jeunes à qui on n'a pas donné la parole. Oui, en effet. Aujourd'hui, j'ai commencé par dire justement ouvrir plus d'espace aux jeunes pour pouvoir s'exprimer. C'est déjà une première chose parce qu'aujourd'hui, je pense que tout se cumule en fait, de ne pas avoir d'espace, de s'exprimer, mais aussi de participer à la vie publique, de participer à la vie politique du pays. Les jeunes quand même, pendant des années, ont été quand même très limités en matière d'accès justement à cette participation. Et là, en fait, il y a tout un espace qui s'est ouvert à travers ce mouvement aux jeunes pour pouvoir s'exprimer directement. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les jeunes dialoguent directement avec la présidence de la République. On n'a plus à passer, on va dire, à travers tous les processus, etc. Mais on s'exprime de manière directe. Et je pense que ça, c'est un des acquis, et c'est un acquis qu'il faudrait garder, quelle que soit l'issue de ce mouvement, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ont pris l'espace public, et c'est l'espace où ils doivent être. Aujourd'hui, il faut certainement des processus pour pouvoir organiser tout ça. Je pense que la société civile aura un grand rôle à jouer, peut-être qu'on va y revenir pendant le débat. Mais ce qu'il y a à retenir aujourd'hui, moi je pense, c'est les jeunes qui descendent à la rue, la manière avec laquelle ils sont descendus à la rue, manière qui a été saluée à travers le monde, au niveau national, mais aussi à travers le monde, avec ce pacifisme, avec cet humour aussi, avec cet humour très intelligent aussi, parce que c'est très subtil les messages qui ont été passés à travers l'humour, à travers aussi le civisme aussi, Kenza en parlait tout à l'heure. Une petite remarque, Nassim Filali, ce qu'on a remarqué, c'est qu'une grande partie, pour ne pas dire la quasi-totalité de cette jeunesse, ne s'identifie pas dans les structures politiques habituelles, en d'autres termes, les partis. Oui, en effet. Mais déjà, en premier, je vais vous donner une petite anecdote. Par exemple, quand on parle de jeunes, par exemple, dans le domaine politique, une personne qui a 45 ans n'est pas un jeune, je suis désolé. Pour les Nations Unies, une personne jeune, c'est une personne qui a entre 15 et 24 ans. Donc, le discours politique, par exemple, pour parler des jeunes, quand on parle de personnes qui a plus de 40 ans, n'est plus dans la jeunesse. Et je pense que c'est déjà, par exemple, ça un facteur dont les jeunes ne se reconnaissent pas. L'autre chose, c'est le fait de donner accès aux jeunes à faire de la politique. Aujourd'hui, les partis ne donnent pas cet accès à la jeunesse. Ça, c'est très vérifiable. Il faut aller juste sur les listes électorales, il faut aller au Parlement, par exemple. Il y a combien de pourcentage de jeunes qui sont représentés dans le Parlement? Dans un pays où il y a 60% de la population qui ont moins de 35 ans.
Je vous défie de trouver un nombre qui représente ce grand pourcentage. Aujourd'hui, on peut les compter, les personnes qui ont moins de 35 ans dans le Parlement. Donc aujourd'hui, ces jeunes ne sont pas représentés dans les conseils élus, que ce soit dans les APC, dans les APOI, au niveau de l'APN, et même dans les figures, on va dire, publiques, etc. Il n'y a pas un accès, justement, à la jeunesse de pouvoir participer dans la vie politique. Et je pense que ça a été cumulé pendant des années. Et là, il y a eu une opportunité de pouvoir participer. Et aujourd'hui, les jeunes, ils ne sont pas à quelques centaines, mais ils sont à quelques millions à pouvoir s'exprimer et à vouloir participer dans la vie politique. Et imposer leurs revendications. Excusez-moi, mais ce n'est pas simplement une question de participation, parce que les gens ont pris des choses en main. Est-ce que c'est aussi, au-delà de la dimension politique qui est la principale, est-ce que ce n'est pas aussi une crise de jeunesse? On est en train de... Vous parlez tout à l'heure de Harraka, par exemple. Là. Non, il y a un problème des problèmes de société économique ont fait en sorte à ce que tout se répercute. Ceux qui prennent le fardeau de la crise actuellement, ce sont les jeunes. Et quand je dis ça, je dis toutes les générations de jeunes. Quand on était jeunes, on nous disait vous êtes l'avenir, mais finalement il n'y a pas ça. C'est un discours qu'on nous vend à chaque génération. Ceux qui étaient avant nous ont entendu ce discours, nous on a entendu ce discours, et ceux qui vont venir après, ils vont entendre ce discours. Et en plus, les jeunes qu'on est en train de montrer comme qui ont réussi, ce sont tous ceux qui ont par calcul politique ou par appartenance à certaines sphères ou certains milieux nantis qui sont en train de mettre mis en valeur. Actuellement, vous dites qu'il y a, les jeunes ne sont pas représentés. Mais si vous allez faire une enquête dans les prisons, 70% des jeunes sont en prison. La population carcérale, 70% est faite de jeunes. C'est le drame des jeunes algériens est là. C'est-à-dire ceux qui sont en train de s'exprimer à travers les tentatives de Harraka sont aussi ceux parmi les jeunes qui n'ont pas les moyens, ni le droit au visa, ni rien du tout. Mais les jeunes qui sont diplômés, qui ont des diplômes, qui sont instruits et qui partent, nous avons 4000 médecins qui vont partir en 2018, ils vont partir. Maintenant, ce qui s'est passé le 22 février, et je l'ai vu, il n'y avait ni brassard vert, ni rien du tout. Et on avait déjà personne, beaucoup de gens étaient surpris par ce mouvement. Ils étaient surpris. Et ils ne sont pas sortis pour des soubassements économiques, c'était le dégoût. C'est-à-dire, ils avaient presque dit que nous sommes franchement humiliés par ce 5e mandat. Et en plus de ça, lorsqu'on a vu le 1er mars et le 8 mars, toutes les strates de la société étaient là. Les riches étaient là, les nantis étaient là, la classe moyenne était là, ceux qui avaient de bons salaires et de bonnes positions étaient dans la rue aussi, vieux comme jeunes. Ces gens-là n'avaient pas de problème économique, n'étaient pas là pour... Il y avait beaucoup de gens qui étaient bien dans leur peau, qui étaient heureux, qui avaient une belle vie, mais qui sont sortis dans la rue parce qu'ils voyaient une humiliation de plus parce qu'ils aspirent à avoir un président. Ils auraient souhaité que le président soit en bonne santé. Ils auraient souhaité avoir un président avec qui ils peuvent communiquer. Vous dites qu'ils s'adressent à la présidence. Maintenant, ils n'ont pas besoin de la presse. Vous dites qu'il faut ouvrir le débat, qu'il faut ouvrir les médias aux jeunes. Les jeunes n'ont plus confiance dans les médias, ni dans les partis politiques. Ils ont pris le contrôle de Facebook, ils ont pris le contrôle de la rue, ils se prennent en charge eux-mêmes. Ils n'attendent pas à frapper à la porte des télévisions, des chaînes radio ou des journaux pour qu'on s'exprime. Ils ne font plus confiance à ça. Et l'erreur a été, et la démonstration la plus parfaite a été le 22. La plupart des médias n'étaient absents, à part quelques-uns qui ont pris le courage de les écouter, de leur donner la parole. Et en plus de ça, ceux qui ont leur donné la parole n'étaient pas des jeunes, c'était des responsables de journaux qui ont pris la décision, alors que d'autres ont décidé de faire du blackout à cette jeunesse. Moi, j'étais dans la rue, 80 à 90% étaient des jeunes le 22 février. Et je ne voyais pas de caméra, et je ne voyais rien. Et ça, je me suis dit, c'est parce que les gens n'en croyaient pas. Ils n'avaient pas confiance en cette jeunesse. Vous voulez dire que personne ne s'y attendait? Tout le monde a été pris de court. 3 jours auparavant, on entendait des rumeurs, on se disait non, probablement parce que comme la demoiselle a parlé de la stabilité, peut-être que les gens n'iraient pas jusque-là. Mais il y avait une rupture qui a été prononcée le 22. C'est ça le jour de la rupture. Mais Kamal Mensari, les slogans avaient commencé bel et bien avant, dans les gradins des... Non, c'était bien avant, bien évidemment. On entendait dans les stades que les gens ne voulaient pas... Mais comment on n'a pas vu voir cela arriver? Et pour dire... Il y en a qui ont vu venir, il y en a qui ont prévenu, ils ont dit quand même, il y a des personnalités qui ont vu la faire venir et qui ont prévenu, mais ceux qui ont fait la sourde oreille, c'était pas ceux qui n'étaient pas dans le pouvoir, ce sont ceux qui étaient dans le pouvoir. Ils ont matraqué, comme l'avait dit Chérif,
des mois et des mois que toute tentative de sortir dans la rue, de s'exprimer en dehors du cadre défini par les autorités et les pouvoirs publics, allait forcément. Et en plus, on a eu le malheur de présenter dans des chaînes de télévision des documentaires de la décennie noire. C'est-à-dire même toutes ces tentatives-là d'embrigadement, de matraquage n'ont pas réussi. Et là, et en plus de ça, le 22 février, le peuple a signé presque un acte de naissance. Alors, son premier acte de naissance était « Nous pouvons faire la contestation », quand je dis entre guillemets contestation, de manière pacifique. Maintenant, l'alibi qu'avait évoqué Ouihia en disant qu'il y a risque, ça a commencé avec les fleurs, mais ça finit comme la Syrie. Maintenant, les jours ont démontré, on ne disait plus Silmiya, on entendait dire Silmiya le 22. Mais après cela, les gens étaient convaincus que toutes les marches étaient pacifiques et qu'ils pouvaient s'exprimer. Maintenant, quand on revient aux revendications, parce qu'il ne faut pas se noyer dans ces détails-là, la situation actuellement, elle est où? La revendication depuis le 22 février est la même, alors que la réponse des pouvoirs publics est différente. C'est ça, donc maintenant, on est en train de chercher, je vais ravir, on est en train de chercher de ceux qui peuvent représenter la société, ce mouvement-là. Mais le mouvement ne peut pas être représenté. On ne sommes pas dans une association. Mais est-ce qu'on peut dialoguer avec quelque chose qui n'est pas structuré quand même? Mais le but n'est pas qu'elle soit structurée, cette démarche. Les manifestations ne sont pas... On a 48 wilayas, monsieur, et on a des millions d'Algériens. Vous ne pouvez pas créer des gens représentatifs, enfin qui représentent, même si vous essayez de les fabriquer, ça va échouer. Parce que ce n'était pas le but. Okay. La rue n'est pas, la population n'est pas sortie dans la rue pour négocier, ni pour dialoguer. Elle avait un slogan clair. Il fallait prendre en charge. Pardon ? Il faut bien une solution. La solution ce n'est pas à la population de chercher la solution. La population nous a dit ce qu'elle veut. Elle a fait part de ses revendications. C'est aux autorités de les trouver. Chérif Driss, il faut faire un pas en avant. Alors aujourd'hui, comment voyez-vous la sortie de crise? Faut-il rejeter les propositions du président de la République ou proposer autre chose qui ira peut-être dans le même sens, c'est-à-dire le dialogue? Premier élément de réponse comme solution, il faut changer de discours. Moi, je ne m'inscris pas, plutôt je ne suis pas d'accord avec certains discours qui disent que la population rejette les partis politiques ne servent à rien. Qu'on le veuille ou non, si on doit tracer une feuille de route, une solution de crise... C'est avec la classe politique. C'est avec la classe politique et la société civile. Il y a un discrédit vis-à-vis des partis politiques. Le premier discrédit devrait être ce qu'on appelle celui des partis au pouvoir. Ils ont des capacités de mobilisation. Ils disposent des moyens depuis des décennies et des décennies. Ils ont bénéficié des largesses de l'État dans les différentes élections et tout. Mais là, les manifestations ont démontré que ces partis ont été incapables, ils sont incapables de mobiliser. Quand bien même on leur laisserait la rue, on leur laisserait l'espace public, ils seraient incapables de mobiliser comme autant, du moins le 10% de ce que font les Algériens actuellement. C'est la raison qui m'amène à penser aussi que ces partis-là doivent revoir leur façon de travailler. Le monsieur a parlé de la jeunesse, et je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que quand on voit certains partis où on présente des gens octogénaires, c'est-à-dire 80 ans, 85 ans dans le Parlement, le Sénat et tout, même des jeunes au sein du parti se disent finalement ce renouvellement générationnel ne se fait pas. Pour ce qui est des partis de l'opposition, les partis de l'opposition, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été laminés, mais à un moment donné, ils ont été ceinturés. Le système politique a fait en sorte qu'il a favorisé sa propre société civile, y compris les partis politiques, certains mouvements associatifs, en marginalisant. Et il est vrai... Vous voulez dire qu'il a créé une crise de confiance? La crise de confiance, qui est à la base de ce blocage aujourd'hui. Depuis des années, il l'a entretenue. La crise de confiance entre gouvernants et gouvernés, elle existe depuis des années, mais le pouvoir en place l'a accentuée. Ce qui m'amène à dire aussi qu'il faudrait, je pense, revoir la carte politique et permettre les partis de s'exprimer davantage à travers notamment l'abrogation de certains RTD, notamment les autorisations, le droit de manifester, le droit de se réunir.
des partis, c'est-à-dire qu'on demandait... Aujourd'hui, on est là, il y a des millions On qui est sont là, malheureux, mais c'est-à-dire qu'on est là, c'est le fait accompli. C'est le fait accompli. C'est-à-dire que c'est le fait accompli. C'est le peuple qui a imposé ce qu'on appelle, et s'est réapproprié l'espace public. Il n'a pas besoin d'autorisation. Il faudrait, à mon sens, aller vers une démarche plus structurée. C'est-à-dire que demain, ce qui est très important, et on revient à la question quelle solution. C'est-à-dire que là, je diverge un petit peu avec Kamal Moussari, c'est vrai que les gens s'expriment, il faut les laisser s'exprimer. Dès lors qu'ils le font de façon pacifique et de façon très civilisée, il faut les laisser. Maintenant, ce mouvement-là, il est appelé à structurer. Il est organisé, mais n'est pas structuré. Il se structure par quoi? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui viennent dire finalement, je suis le représentant de ce hirak, comme on l'entend, c'est-à-dire par-ci, par-là, comme on le voit à travers les réseaux sociaux. Là, je crois que c'est au peuple d'en décider. Est-ce que la solution... Comment le peuple, justement... Ça va prendre du temps, justement. J'y viens, Kamal, j'y viens. Comment le peuple peut décider de celui qui va le représenter en dehors des mécanismes habituels? Il y a un élément qui est fondamental. En parlant de la société civile, il ne s'agit pas de créer une nouvelle société civile, elle existe. Là, ce qui est encourageant, qui est très important, c'est qu'il y a des corporations, des journalistes, des avocats, des médecins, des étudiants, des entrepreneurs, des universitaires et même des magistrats. Ce qui n'est pas rien, des magistrats qui sortent en dépit de l'obligation de réserve. C'est-à-dire que... C'est des hommes de loi. C'est des hommes de loi, c'est-à-dire qu'on parle le fait que les magistrats sortent les avocats parce que l'une des problématiques fondamentales et en rapport avec la solution, c'est l'instauration de l'état de droit. C'est-à-dire que le fait qu'un magistrat... Ça reste un souhait. Un souhait, mais le fait qu'un magistrat, qu'un avocat, un magistrat sorte, c'est qu'il y a un problème, qu'il n'y a pas d'état de droit, c'est ce qu'on appelle la primauté de la loi. Élément encore fondamental, c'est qu'il faudrait, à mon sens, que ces structures, ces organisations émergent, apprennent à se réapproprier cet espace public, à retravailler et d'aller au-delà d'une certaine clientélisation de la société. Et vous pensez que tout ce que vous venez de proposer ne peut pas être réalisé et concrétisé sur le terrain avec les propositions faites par le président de la République? Quand on parle de propositions, c'est-à-dire que le président de la République, il a proposé, si on peut dire, à l'échelle macro, c'est-à-dire à l'échelle de grandes orientations. Conférence nationale, une nouvelle constitution, parce que le problème qui va se poser, qui va nommer les représentants de cette conférence nationale? Quelle serait leur mission? Autre élément fondamental, quelle serait la nouvelle constitution? Parce que le fait de parler de nouvelle constitution, c'est une reconnaissance implicite d'un échec. C'est-à-dire qu'il y a une constitution qui a été adoptée en 2016. Ce qui m'amène à une autre problématique fondamentale, c'est à quoi sert d'adopter des textes? Et à commencer par ce qu'on appelle le texte fondateur, la loi fondamentale qui est la Constitution, si pour la violer par la suite. Il y a eu des constitutions, il y a eu la constitution de 89. Puis celle de 96. Laquelle constitution de 96? Là, il y a un amendement de 2002, avant 2002, c'est-à-dire après les événements de 2001, puis 2008, et puis 2016. Et de quelle manière? Parce que le problème dans les constitutions et les révisions, il y a le contenu qui est essentiel, mais il y a la manière de présenter, de faire endosser, accepter cette constitution par le peuple. Ce n'est pas la voie référendaire qui a été adopté, c'est un élément significatif. Au-delà du protocole des modalités légales, la symbolique politique, elle est là. Donc, pour revenir à la question de ces acteurs-là, il faut qu'il y ait des acteurs qui émergent. Si on veut aller vers une transition douce, pacifique, négociée, consensuelle, graduelle, il faudrait qu'il y ait des interlocuteurs avec lesquels le pouvoir en place doit négocier. Premier élément. Deuxième élément, il faut éviter, à mon sens, et les expériences à travers, notamment en Tunisie, je n'irai pas jusqu'à parler de l'expérience espagnole et de l'Amérique latine, éviter ce qu'on appelle la logique des réformes octroyées et ce qu'on appelle les transitions et les solutions imposées. Parce que les solutions imposées, nous les avons expérimentées pendant les années 90, même si le contexte sécuritaire y est pour quelque chose, à travers la conférence de dialogue national, puis les consultations d'année, et ça a donné le résultat qu'on connaît actuellement. Donc, c'est-à-dire la formule qui, moi, à mon sens, juste pour terminer en dernier lieu, quelle que soit la formule qui serait proposée, aller vers une constituante, ou aller vers un collège d'experts qui élaborera la constitution, ou aller vers ce qu'on appelle la modalité des conférences nationales, comme cela a été pratiqué dans certains pays africains,
L'élément le plus fondamental, c'est qu'il y ait la réelle volonté politique de changement. Parce que s'il n'y a pas de réelle volonté de changement, c'est au-delà de ces procédés qu'on propose, on arrive vers une reproduction du système, je crois que le résultat sera le même et on n'en terminera pas, on ne finira pas avec ces mouvements et ces manifestations. Alors, justement, pour être équitable dans la répartition du temps, alors je passe à vous, Kinzan Char. Ma question, elle est toute simple. Comment, au sein de la société civile, vous voyez la sortie de crise et la participation, justement? Alors, premièrement, en ce moment, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est l'occasion en or de concilier le jeune avec la politique pour que justement qu'il n'y ait pas reproduction du scénario dont vous parliez tout à l'heure. Deuxièmement, la société civile, que ce soit les associations, ou fondations, ou groupes, ou clubs, ceux qui ont des agréments et ceux qui n'en ont pas, c'est une force de proposition, car ils ont œuvré, ils ont travaillé sur le terrain, ils sont au courant, ils travaillent en proximité avec le citoyen, et donc ils sont au courant du citoyen actuel, du jeune actuel, de la personne âgée, de la technologie, de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde dans lequel on vit, et ils sont au courant. Donc impliquer aussi qu'il y ait un dialogue justement entre politique et société civile, en impliquant les jeunes, qu'il y ait un dialogue pour qu'il y ait une force de proposition. Pour la simple raison que ce n'est pas des histoires, ce n'est pas théorique, mais c'est plutôt pratique, car les actions ou les solutions que la société civile propose, ça sera à la base de projets, ça sera à la base de projets qui ont été établis de manière, c'est-à-dire opérationnelle, et non, voilà. La parole à vous, Nassif Hilali. Même question. Oui, alors, moi je pense en premier que le rôle de la société civile, il est primordial. Aujourd'hui, donc, on parle d'avocats, d'étudiants, d'associations, de plein d'acteurs de la société civile qui sont dans ce mouvement citoyen. Aujourd'hui, ce sont aussi les acteurs de ce mouvement citoyen. On a parlé des jeunes de manière générale, mais aussi ces acteurs de la société civile qui se sont dilués dans ce mouvement citoyen et n'ont pas porté de casquette. Mais est-ce que vous voyez dans les propositions faites par le chef de l'État une plateforme crédible pour faire aboutir les revendications, notamment de la société civile? Écoutez, aujourd'hui, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait confiance. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait, on va dire, en face, des personnes qui sont de confiance pour les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas confiance. Les jeunes se disent, on nous a fait beaucoup de discours auparavant, et nous, on n'a pas confiance. Donc, pour qu'il y ait un début de dialogue, il faut qu'il y ait cette confiance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas encore temps de désigner des représentants. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple se représente... Je n'ai pas dit qu'il faudrait désigner. Oui. Je n'ai pas dit qu'il faudrait désigner. Ce que j'ai dit, et entendons-nous bien, s'il vous plaît, c'est que quand on parle un travail de structuration, c'est-à-dire la première des choses, c'est que les acteurs de la société civile émergent, qu'on ait des acteurs viables, qu'on ait des acteurs structurés, organisés. Par la suite, bien entendu, à travers différentes modalités, c'est au peuple, c'est-à-dire de désigner ses représentants. Je n'ai jamais dit qu'il faudrait dès maintenant commencer par désigner. D'accord. Alors on est d'accord. Je vais juste finir et j'allais arriver à cette idée. Aujourd'hui, moi je pense que le rôle de la société civile, aujourd'hui, c'est d'ouvrir le débat, d'ouvrir la concertation, pour justement arriver à trouver ces solutions, pour s'organiser et pouvoir justement faire sortir ces vis-à-vis ou ces leaders, ou appelons-les comme on veut, mais que ça vienne aussi du peuple, des jeunes, de la société civile. Donc aujourd'hui, on est un peu dans cette configuration-là, à mon avis. C'est-à-dire qu'il faut aussi des mesures de confiance. C'est vrai qu'il faudrait éventuellement arriver à dépasser cette crise-là et surtout trouver une issue à laquelle participerait tout le monde. Mais actuellement, la réalité du terrain, c'est-à-dire c'est vrai que les Algériens sont sortis sans aucun ancrage idéologique, sous aucune chapelle. Mais quand on arrivera sur le terrain pour travailler, faire ce travail-là de rassemblement ou de dialogue, les confessions ou bien les obédiences idéologiques vont apparaître.
Et puis, si nous avons 48... Est-ce que vous voulez dire que la boîte de Pandore... va s'ouvrir, bien évidemment. C'est inévitable. Et puis, il y a autre chose. Nous sommes 42 millions dans 48 wilayas. Pour arriver à un travail de structuration avec les moyens différents par de wilaya à une autre, c'est vraiment difficile. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut faire ça, ça sera du long terme, ça sera un souhait à long terme. Mais en plus de ça, il ne faudrait surtout pas parler de négociation. Parce que personne ne doit négocier, on n'est pas dans un stade de négociation. Et en plus, si du côté populaire, il doit y avoir ceux qui négocient, on négocie au nom de qui? Et parce que dans la négociation, on le sait, tous les profs de Sciences Po vous diront, quand il y a un seuil à ne pas dépasser. On met toujours ce qu'on appelle le batna, c'est-à-dire il y a un seuil à ne pas dépasser. Lorsqu'il arrivera le temps où il faut faire des concessions, ces gens-là qui vont négocier au nom de la population, vers qui ils vont se retourner pour avoir c'est-à-dire le dernier mot ou trancher sur une crise ou sur une discussion ou sur une négociation. Et en plus, actuellement, il faut des mesures de confiance, je reviens à ça. Les mesures de confiance, il s'agit de quoi? C'est de démontrer, prendre des mesures qui démontrent que les autorités, puisque l'initiative ou bien les solutions qui en sont lancées viennent de la présidence. Cette même présidence-là, ou je ne sais qui, doivent donner des mesures de confiance d'apaisement. Quels sont les moyens de l'apaisement? Ça pourrait être le retrait définitif du président. Personne n'a le courage de parler de ça. Personne n'a le courage de dire c'est bon. Personne. Ni de l'opposition, ni de la classe politique, ni des médias. Mais c'est cette question-là qu'il faut trancher. Est-ce qu'on continue avec ce qu'il y a actuellement ou on change de configuration pour aller vers une solution ou un dialogue inclusif et sans exclusion de quiconque pour justement être dans le même pied d'égalité. Parce que c'est là pour qu'une conférence nationale soit réussie. Il faudrait que tout le monde, tous ceux qui sont dans cette conférence-là, soient dans le même pied d'égalité, comme ça a été le cas au Bénin. Pourquoi les Béninois, ils ont réussi? Parce que la présidence faisait partie prenante. Le président Mathieu Kérékou était présent. Il était parmi ceux qui étaient il n'était pas à l'extérieur. C'était pas lui qui avait c'était pas lui qui avait proposé ni un agenda, ni rien du tout. Et la conférence, nous avons tenté des conférences auparavant. Est-ce que la conjoncture algérienne ressemble à celle du Bénin? Non, on parle de démocratie. Peu importe, il y avait une crise économique, il y avait une crise politique, ça a réussi en 90 parce qu'ils ont ouvert le débat à tout le monde. Pourquoi ne pas faire? Puisque dans toutes les sociétés, on fait du benchmarking. Ça veut dire quoi? Chercher ce qui a marché sur les autres pour pouvoir l'adapter chez nous. C'est pas un problème. Chérif Driss parlait tout à l'heure. Mais toujours est-il que pour arriver à la structuration, cette structuration de base, elle se fait en parallèle. C'est-à-dire c'est là où dans les universités, dans les corporations, dans les métiers, et là où tout le monde discute pour trouver. Mais entendons-nous bien que ça prendra du temps, mais nous sommes face à une urgence. Et cette urgence-là a besoin de solutions rapides, de réactions rapides, de confiance. Et là, on pourra aller vers l'apaisement. Et à ce moment-là, le travail préconisé par Chérif peut se faire. Justement, le fait que la feuille de route proposée par le chef de l'État déclare que la conférence doit rendre les résultats de ses travaux au maximum fin 2019, ce n'est pas suffisant. 2019, c'est dans 6 mois. Dans 6 mois, écoutez, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, est-ce que cette conférence sera souveraine? Est-ce que ça sera un cadre de dialogue ou un cadre de décision? Mais si elle sera représentative. Non, attendez. Pour le moment, ceux qui peuvent y siéger peuvent représenter 50%, 40%, 60% de la population ou de toutes les sphères politiques et non politiques. Ça sera probablement un commencement, mais je ne dirais pas ça. Mais je ne suis pas ce détail-là. C'est que la conférence sera-t-elle l'espace dans lequel tout le monde se retrouvera sans exclusion, y compris la présidence, y compris le chef de l'État. Quand je dis le chef de l'État, je parle du titre lui-même et non pas de la personne, je parle du titre. C'est-à-dire que le chef de l'État est là et qu'il est au même niveau que tous les leaders politiques, tout le monde, y compris le simple citoyen. Et c'est là qu'on viendra avec des solutions et non pas avec des listes exhaustives de problèmes. On viendra avec des solutions. Et auparavant, il aura été possible, cette initiative n'aura été possible que lorsqu'on décide
on prend des mesures de confiance, c'est que soit on revient à l'ordre constitutionnel, soit on se dit c'est la conférence qui décidera de tout, y compris de la Constitution, y compris des élections, y compris du référendum, y compris de la loi électorale qui va suivre, parce que ça sera vraiment toute une batterie de mesures qui vont être prises et qui vont prendre du temps, et ça reviendra à la population de l'accepter ou pas. Alors, Kamal Bensari parle du retour à l'ordre constitutionnel, d'autres parlent d'une situation, alors je vais utiliser le mot exception, mais entre guillemets, pour s'éloigner un peu de son sens constitutionnel. Et on parle aussi, Chérif Driss, du retour de la confiance entre gouvernants et gouvernés. Ce premier élément de confiance, c'est que par 2 fois, le peuple rejette la proposition du président. Le rejet, il est significatif. Le rejet, c'est une forme de délégitimation. C'est-à-dire que le peuple, à travers les manifestations, à travers le rejet de l'offre, c'est dire qu'au président, vous êtes illégitime. C'est-à-dire que votre mandat se termine le 28 avril. Combien même les propositions, vous allez les retoquer, les réformer, les reproposer, on n'en veut pas. Cela a été démontré le 11, le 8, le 15 et forcément le 22. Le 22. Donc il y a un problème qui est fondamental quand on parle de confiance, c'est qu'il faut-il encore que le récepteur, il y a le messager et le message, c'est-à-dire que le récepteur a rejeté à la fois le message et le messager. C'est-à-dire que, comme l'a dit Kamal, ce n'est pas uniquement la personne de M. Abdelaziz Bouteflika, mais le président de la République. Parce qu'il y a un élément fondamental, c'est que les Algériens sont très respectueux des institutions. Le problème se pose au niveau des personnes, c'est que déjà, il y a premier élément. Deuxième élément, quand on parle de conférence nationale, et le président s'est engagé à la nomination d'un gouvernement de transition. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une difficulté de la part de M. Bedoui et M. Lamamara à former un gouvernement. Toutes les invitations, peut-être à quelques exceptions près, ont reçu des fins de non-recevoir. C'est-à-dire qu'on a appelé même, ce qui fait inédit, des organisations qui étaient que le précédent gouvernement et les différents ministres refusaient de reconnaître comme interlocuteurs. On a fait appel à eux et elles ont rejeté. On n'en veut pas, nous, on s'inscrit dans le mouvement populaire. C'est-à-dire qu'il y a un problème fondamental, c'est que comment les gens se représentent. Dans ce problème fondamental, alors moi qui est observateur aussi à travers les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un rejet, même aussi, qui est destiné à certaines personnalités de l'opposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun... Tout à fait. C'est-à-dire que le rejet... Est-ce qu'on va finir par tout rejeter? Non, il est de part et d'autre. Là, écoutez, il y a une chose qui est très importante, c'est que on est devant une situation inédite. De mémoire, c'est-à-dire que nos aînés nous le disent, depuis 62, on n'en a jamais vu ça. Probablement même ailleurs. Hein. C'est-à-dire que le fait de voir Alger, qui était quadrillé depuis 17 ans, depuis les derniers événements, les marches du 14 mars 2001, on n'a jamais vu autant. Chaque semaine, chaque vendredi, c'est entre 1 million, peut-être 1,5 million, minimum. Alger, je parle d'Alger. C'est devenu plus maintenant. Et je ne parle pas des autres wilayas. Nous sommes devant une situation inédite. C'est-à-dire que les gens, et je reviens à ce qu'a dit mademoiselle, c'est que la première des choses, ils se sont réconciliés avec la politique, ils ont réhabilité la politique. À tel enseigne que nous avons 43 millions de politologues. Tout le monde en parle et c'est tant mieux. Ça dénote une certaine maturité, une certaine conscience politique. Autre élément qui est très important, c'est que les gens maintenant s'expriment. Il y avait une chape de plomb qui s'exerçait depuis des années. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un discours qui tendait, un discours pas unificateur, un discours unanimiste, un discours paternaliste, un discours à la fois triomphaliste, de dire finalement l'Algérie, tout va bien, on n'est pas obligé de suivre le chemin de la Libye, de la Syrie et tout. C'est-à-dire qu'à un tel moment, les gens, par enchantement, découvrent que finalement, ce discours qui nous a été servi depuis des années, ce n'est pas le discours qu'on a voulu entendre. Autre élément qui est très important à souligner, c'est que les gens maintenant se sont réappropriés l'espace public. Comment les faire rentrer chez eux? Là maintenant, les gens se redécouvrent. Il y avait la dernière fois que les gens se redécouvrent, ce qu'on appelle ce débat, cet engouement pour la paix, c'était en 88-91. La plupart des jeunes n'étaient pas nés.
moi qui étais lycéen à l'époque, je m'en souviens, la gloire, ce qu'on appelle l'âge d'or de la télévision à cette époque, les débats politiques, c'était des agoras, les gens débattaient, même parfois c'était de façon déstructurée, n'est pas canalisée, mais les gens redécouvrent une autre façon de faire la politique, une autre façon de se regarder les uns les autres, de se représenter les rapports les uns les autres. Maintenant, que faire, comme dit Léni? Quelle est la démarche à suivre? C'est un ouvrage. Non, c'est-à-dire que doit-on aller vers... Parce que là, il y a plusieurs formules. La première formule, ce qui a été présenté par le président de la République, c'est la conférence nationale. Sauf que le problème de la conférence nationale, c'est là, on veut aller au pas de charge. D'ici 2019, cela paraît irréaliste parce que, il faut choisir les délégués, choisir les représentants selon quels critères. Deuxième élément, doit-on aller vers une constituante, comme cela a été pratiqué en Tunisie, c'est-à-dire la constituante, juste pour expliquer, pour simplifier les choses à ceux qui nous regardent, nous écoutent, c'est d'élire des délégués et c'est eux qui se chargeront d'élaborer le nouveau contrat, c'est-à-dire la nouvelle constitution. Mais une fois le travail terminé, c'est-à-dire que leur mission prendra fin. Et la Constitution, cela implique, c'est-à-dire de revoir la loi électorale. Alors, troisième chose, troisième chose, c'est le collège d'experts qui propose le premier draft, ce qu'on appelle la première mesure de Constitution, qui la soumettra, et après, c'est au peuple de l'adopter par référendum. Là, la question qui se pose, c'est qu'il y a plusieurs modalités. On dit généralement la Constituante, elle est la plus représentative. Sauf que le problème actuellement, si on va aller vers une période de transition, c'est entre 2 ans et 3 ans. L'Espagne, il y a une constitution en 78, puis il y a eu le coup d'État de 23 février. La Tunisie, on en a expérimenté. Mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Une dernière chose, c'est que je rejoins Adi Kamel, il y a un impératif qui est très important, c'est un impératif économique. Le temps économique, il est plus vite que le temps politique. Donc là, je crois qu'il y a des solutions, mais il n'y a pas des solutions idéales. Alors, dernier mot peut-être, Kenzan Char, le temps qui nous est donné, malheureusement, touche à sa fin. Si nous voulons connaître l'avis du peuple, on est obligé de passer aux urnes. Ça, c'est un impératif. Mais prenons aussi ma casquette de la société civile aussi, c'est que la société civile a un pouvoir de proposition qui est extrêmement important. Ça, c'est la première des choses et que je suis extrêmement positive parce qu'il y a déjà eu, on a commencé, il y a eu un commencement justement de toutes ces concertations pour propositions et pour essayer de trouver justement des solutions. Donc je suis très très positive et voilà, par rapport à la jeunesse algérienne, restons positifs et gardons aussi cette dynamique de Silmia, et puis écoutons-nous entre jeunes, écoutons-nous aussi entre jeunes et aussi nos aïeux, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a un certain fossé entre, j'aimerais dire, nos parents et nous. Il n'y a pas assez de confiance entre les deux, mais en ce moment, d'ailleurs nous l'avons vu durant ces manifestations, qu'il y a quand même eu une mobilisation entre ces deux parties-là. Merci Kenzan Char. Rapidement, Nassim Filali. Rapidement pour moi je pense qu'à travers ce mouvement, le peuple s'est redécouvert sa souveraineté. Et je pense que ce qui est vraiment la question la plus importante. Aujourd'hui, cette souveraineté, on doit en sortir aussi avec des solutions. Moi, je partage en fait Nassim Filali, de monsieur. Oui. Malheureusement, le temps qui nous est imparti, c'est terminé. On doit rendre l'antenne dans moins de 30 secondes. Je vous remercie. C'est un parti de notre faute parce qu'on a Merci. Chérif Driss. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau débat de questions d'actu. Je vous dis au revoir. Et je vous dis aussi merci. Donc, Kenzan Char, Kamal Mensari, Chérif Driss et Nassim Filali. Madame, Monsieur, merci.